Alors, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Python, durant lequel on va faire un focus sur deux des aspects du langage qui sont encore assez peu utilisés en France, hein, à savoir le développement de tests logiciels et le développement web en Python. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par nous présenter. Nous sommes le groupe ENI. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un groupe qui est constitué de trois entités qui ont un ADN commun, à savoir la formation à l'informatique. Donc ENI, historiquement, c'est d'abord une école, c'est l'école nantaise informatique, fondée il y a près de 40 ans, qui propose des formations diplômantes allant de Bac+2 à Bac+5 sur deux filières qui sont le développement web et les infrastructures systèmes et réseaux. Dans le groupe, on a également les éditions ENI, qui sont créateurs de ressources pédagogiques. Je suis sûr d'ailleurs que certains d'entre vous ont déjà vu ou possèdent des manuels de référence et des éditions ENI. Donc, ils proposent des milliers de références sur tout le spectre de l'informatique, avec autant de vidéos, et c'est aussi un précurseur sur le marché de l'e-learning, avec la solution MediaPlus et la bibliothèque numérique. Enfin, dans le groupe ENI, on a ENI Service, un organisme de formation à l'informatique basé dans 5 villes, à savoir Nantes, Paris, Niort, Nice et Rennes. On propose des formations en présentiel, en distanciel ou en blended, sur également à peu près toutes les thématiques de l'informatique, allant de l'initiation à la bureautique aux certifications techniques à destination des ingénieurs informaticiens les plus aguerris. Avant de nous présenter et de rentrer dans le vif du sujet, rapidement sur le jeu concours de notre webinaire, donc à la clé, le livre Apprendre à la programmation orientée objet avec le langage Python. Pour gagner ce livre, rien de plus simple. Il vous suffira de répondre à la question qu'Étienne vous posera à la fin de ce webinaire. Soyez donc attentifs. Pour me présenter, je m'appelle François Lavinet, je suis responsable client chez ENI Service depuis maintenant bientôt 2 ans. Je suis responsable du secteur Loire-Atlantique et Bretagne. En quoi consiste mon métier? C'est très simple. Ce que je fais, c'est que j'aide mes interlocuteurs, qu'ils soient orientés RH ou plutôt techniques, dans la mise en place des formations, des projets de formation, des équipes et des collaborateurs, en allant de la bureautique, en passant par la PAO, le dev et le système. Donc, si vous avez bien évidemment des projets de formation, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche, donc flavinet@eni.fr. Bon, assez parlé de moi, Étienne, je te propose de te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Étienne Langlais, je suis formateur en développement, ingénierie logicielle depuis presque 20 ans chez ENI Service. Au-delà de la formation, j'interviens également pour les éditions ENI sur des vidéos et des livres que j'ai écrits sur des sujets qui sont liés au développement. Voilà, et donc moi, mon cœur de métier, c'est effectivement la formation et puis l'ingénierie pédagogique, donc tout ce qui concerne la création de cursus pour s'adapter à vos besoins divers de formation. Alors, pour le sommaire, rapidement, ce webinaire il va être découpé en 4 parties. On va d'abord Étienne va nous parler de l'introduction, de l'histoire de Python. Ensuite, on va s'intéresser à la partie test logiciel avec Python. Pour ensuite parler du développement web, on finira bien sûr avec une conclusion avant de passer à la partie questions-réponses. Donc Étienne, je te le disais en tout début de webinaire, tu vas nous parler du test logiciel et du développement web. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire une présentation de l'histoire de Python, histoire qu'on situe un peu le contexte? On va situer le contexte, effectivement. Alors, Python, c'est un langage qui a été créé avec un objectif assez clair au départ. En fait, l'objectif était d'améliorer les caractéristiques du Bourne Shell, donc le shell Unix de l'époque. Donc, un projet qui remonte à 1989 et puis qui, du coup, a évolué dans le temps sur un certain nombre de versions, l'amélioration de ce langage. La création d'une licence, évidemment, également associée à ce langage, une licence libre, qui est un mix, pour ceux qui connaissent, de la licence GPL, qui est la licence de Linux, et de la licence Apache. Donc, quelque chose de relativement intéressant pour les entreprises, sans les contraindre à pouvoir créer avec Python des logiciels commerciaux et revendus dans le contexte d'applicatifs pour des clients finaux. Et la première chose qui saute aux yeux, je dirais là, ce serait qu'on aurait quand même un versionning qui a l'air assez stable, qui change assez peu dans le temps. Il se passe presque plus d'une décennie pour changer de version. Et malgré ce langage qui est déjà plus vieux que moi, on arrive encore à découvrir de nouvelles utilisations aussi longtemps après sa création. Oui, tout à fait. C'est vrai que le fait d'avoir un versionning stable n'est pas forcément incompatible avec le fait que le langage soit encore aujourd'hui utilisé. C'est un gage de stabilité qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Ça évite d'avoir
à s'adapter à des versions changeant trop fréquemment. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, on a des évolutions, toujours de Python, hein, qui sont sur les versions mineures. Aujourd'hui, on est en 3.9. Entre 3.8 et 3.9, on a vu évoluer un certain nombre de choses en termes de fonctionnalité. Voilà. Donc on a affaire à un langage qui met en avant en fait la simplicité, la lisibilité. C'est une des caractéristiques fondamentales de Python. Un langage qui est très riche de fonctionnalités en standard et qui peut également être étendu avec des éléments complémentaires, donc des bibliothèques. La communauté de développeurs Python dans le domaine est relativement étendue, puisque là encore, c'est un petit peu le lot de toutes les technologies et langages dans le libre et dans l'open source. Ajoutez à ça le fait que le langage soit multiplateforme, donc disponible sur une grande variété de systèmes Unix, Linux, les systèmes Windows. C'est de toute façon son adaptation au système d'exploitation qui fait cet engouement pour une multiplateforme. Et puis, voilà, pour des aspects un peu plus techniques, on a un langage à typage dynamique fort qui possède plusieurs approches pour la structuration des programmes. Ça en fait quelque chose de relativement facile et ouvert en termes d'usage et de structuration des programmes. Pour ce qui est des cas d'utilisation de Python, c'est vrai que au départ, on a une approche très orientée système et réseau, en fait, en termes d'usage du langage. Il est également énormément utilisé dans le domaine de la programmation scientifique pour des calculs avancés. Dans le domaine de l'éducation, pour l'apprentissage et la mise en place et la mise en pratique de l'algorithme, pardon. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, il me semble que maintenant, on enseigne Python au lycée. C'est ça, ça fait partie des programmes. C'est ça, effectivement, dès la seconde. Dans le domaine de l'informatique embarquée, sur tout ce qui est développement autour des nano-ordinateurs de type Raspberry et Arduino. La programmation graphique pour les jeux vidéo et puis certaines applications de bureau. Et puis, le développement web, on en parlera, avec tout un tas d'outils disponibles et de frameworks pour faire du développement web autour de Python. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est Raspberry Pi et informatique embarquée. N'hésitez pas à consulter les ouvrages de référence de François Mock, hein, qui a déjà écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Toutes les informations sont disponibles sur le site des éditions. Donc là, du coup, on va parler des tests logiciels. Et moi, je vais te dire directement, à l'image un peu que j'ai de Python, c'est que c'est quand même un langage un peu pour bidouiller, pour prototyper. Mais dans cette optique-là, je n'ai pas vraiment besoin de me pencher sur les tests logiciels, si. Ah bah si, en fait, détrompe-toi. En l'occurrence, Python n'est pas juste un langage, effectivement, pour bidouiller et faire des petits utilitaires. On a des grosses applications qui peuvent être développées en Python dans tous les domaines, hein, que ce soit pour les aspects système ou le développement web. Donc, les tests sont importants. Pourquoi? Pour valider les fonctionnalités métiers, techniques. L'objectif étant évidemment d'améliorer la qualité des produits. Et puis, c'est surtout détecter les problèmes au plus tôt. En fait. Comme dans la vie courante, hein, en ingénierie logicielle, plus les problèmes sont détectés tôt, plus ils sont faciles à corriger. Et moins ça coûte cher. En fait. Et puis, l'idée, c'est quand même d'assurer une certaine conformité hein, par rapport à une demande initiale de développement. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps? Oui, forcément, les tests, ça prend du temps, ça coûte cher. Mais voilà, globalement, quand on y pense, vaut mieux tester et puis fiabiliser le logiciel au fur et à mesure plutôt que d'avoir à corriger dans l'urgence. Mieux vaut prévenir que guérir. L'adage marche bien dans ce cas-là aussi. Exactement. Alors, les tests peuvent être catégorisés. On va rencontrer plusieurs grandes familles de tests logiciels. Pour les principales, ici, on va évoquer la notion de tests unitaires, qui sont des tests qui interviennent rapidement dans le développement, où on va tester la toute petite ou la plus petite unité de code testable au niveau des fonctions des méthodes. Les tests d'intégration, qui sont là pour permettre l'intégration de ces fonctionnalités simples les unes avec les autres et l'interaction du produit dans son environnement. Les tests fonctionnels qui interviennent à partir du moment où on a une application directement exploitable, ou une grande partie exploitable, où on va simuler les comportements utilisateurs attendus sur l'application. Et puis, petite nouveauté, un concept assez récent, ce qu'on appelle les tests d'acceptation, qui vise tout simplement à automatiser la recette fonctionnelle. Donc, il y a une nécessité d'automatiser ces tests. L'objectif fondamental derrière, c'est de pouvoir exécuter et surtout réexécuter les tests, parce qu'on sait très bien que ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera pas nécessairement demain. Et donc, on souhaite assurer une certaine non-régression.
On a pour ça de l'outillage qui est nécessaire à travers de ce qu'on appelle les frameworks de test, qui vont impliquer du coup de programmer en fait les tests logiciels, d'écrire les tests sous forme de code dans l'idée de pouvoir les exécuter et les réexécuter. C'est très clair. Alors la problématique reste de savoir quand est-ce que les tests vont être exécutés. On a l'outillage pour les écrire, mais quand est-ce qu'ils vont être exécutés et par qui? C'est vrai que les développeurs ou les testeurs vont exécuter ces tests, mais quelquefois seulement, parce que sur la globalité du projet, tester ce qu'on a conçu et développé il y a 3 mois, ça devient relativement vite fastidieux. L'idée, c'est de faire intervenir l'intégration continue, donc une plateforme d'intégration continue qui va se charger à intervalles réguliers de venir récupérer les codes publiés par les développeurs et puis de construire les produits et surtout d'exécuter les tests et de fournir une livraison d'un produit fini et testé. L'idée de cette intégration continue, c'est vraiment d'avoir une vue quasi temps réel sur l'avancement du produit qui est en cours de développement, sur les résultats de test et de pouvoir être notifié au plus tôt des problèmes qui sont rencontrés sur l'exécution des tests et donc évidemment de pouvoir intervenir et de corriger. Alors là, donc, tu vas nous parler, j'imagine, des outils plus concrets. Quels sont les outils pour faire des tests logiciels en Python? Alors, dans le contexte de Python, on va retrouver effectivement ces différentes catégories de tests. D'abord, ce qu'on appelle les tests techniques, dans lesquels on va trouver les tests unitaires et les tests d'intégration. On parle de tests techniques parce qu'ils nécessitent d'être écrits dans le même langage que l'application que l'on est en train de développer. Le même langage. Là où les tests d'intégration, un langage moins technique, moins formel, n'est pas demandé. Alors, c'est plutôt dans les tests fonctionnels et dans les tests d'acceptation qu'on verra ça. Là, vraiment, dans les tests unitaires, on est sur des tests écrits en Python avec un module standard de Python qui s'appelle unit test. Voilà, on va dérouler donc des tests unitaires, on va évaluer le comportement de chaque petite fonction et puis des tests d'intégration qui eux aussi vont être écrits en Python et avec unit test. On a un périmètre plus large, c'est l'interaction des fonctions et des méthodes les unes par rapport aux autres et puis l'intégration de ce produit logiciel avec l'existant, les bases de données, etc. Donc ces tests d'intégration vont nécessiter souvent la mise en place d'un jeu de données de test, donc une activité un peu plus complexe que pour les tests unitaires. D'accord, donc si jamais je veux développer un CRM, ça veut dire qu'il faut que je me fasse une base de données fictive pour pouvoir effectuer tous ces tests. C'est ça, en fait, on va créer une base de tests, en fait, on va avoir des données fictives, une base de clients par exemple, pour tester le produit. Tout à fait. Okay. Au-delà de ça, on va voir ce qu'on appelle les tests un peu plus orientés métier, c'est-à-dire les tests fonctionnels et les tests d'acceptation, qui eux peuvent être rédigés dans des langages différents que le langage qui est utilisé pour développer l'application, avec de l'outillage un peu spécifique. Donc, en ce qui concerne les tests fonctionnels, on va écrire et dérouler des scénarios d'usage de l'application. Dans le cas d'une application web, ça nécessite de piloter un navigateur web. Ça, on a des outils comme l'outil Selenium, par exemple, qui permet d'enregistrer des scénarios et puis de les rejouer. Pour ce qui est des tests d'acceptation, l'idée, c'est, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir automatiser en fait la recette fonctionnelle pour pouvoir en fait la jouer dès le début et pas attendre la fin de développement et la livraison finale du produit pour se préoccuper de cette recette qui va être faite par le client final. Donc là encore, on a des outils pour faire ça, donc un outil notamment qui s'appelle RoboFramework. Ok. Et alors, tu vas nous faire une petite démo. Montre-moi ça en action. Alors effectivement, donc sur plusieurs aspects, on va pouvoir d'abord constater effectivement des possibilités sur les tests unitaires et tests d'intégration. Donc là, j'ai un petit exemple de test d'intégration où voilà, sur une classe Python qui fait un certain nombre de manipulations de données en base sur des objets clients, je vais avoir vocation du coup à tester le comportement de chacune de ces opérations, de chacune de ces méthodes. Donc pour ça, mon test, donc créé avec unit test, va avoir du coup cette structure, donc basée sur unit test, où on va nécessiter, comme on disait il y a quelques instants, de mettre en place un jeu de données. Donc en fait, chaque test va être borné par des opérations de setup
qui va servir à initialiser, comme on le dit ici, un jeu de données. Donc, populer une base avec des clients fictifs, par exemple, pour voir si on arrive à les extraire, les insérer, les modifier. Et puis, à la fin de chaque test, on va venir nettoyer, purger ce jeu de données, c'est-à-dire remettre à plat la base, qui sera du coup réexécutée, en fait, qui sera repopulée avec le jeu de données initial. Donc, ces setup et teardown, au niveau des tests unitaires et d'intégration, sont joués avant et après chaque test, d'ajout de client, de recherche de clients par identifiant, etc., etc. Donc, on vise aussi à tester, évidemment, les cas d'erreur. Hein. On va, par exemple, vérifier que le comportement, dans le cas où on recherche un client par un ID et que l'ID n'existe pas, par exemple, on a bien une erreur qui est attendue et qui se produit, de fait. Et donc, on va pouvoir, au moment de l'exécution de ce test, de cette test d'intégration, voir assez concrètement un résultat, sauf que j'ai mon petit outil de base de données qui a subi les déboires de ma connexion non fonctionnelle tout à l'heure. Les aléas du direct, hein, en le disant en début de webinaire. Ce qui fait qu'évidemment, ma base de données étant arrêtée, mon test d'intégration voilà, ne fonctionne pas. Et donc voilà, donc j'ai ici des tests qui vont s'exécuter sur les aspects liés à la base, donc on est typiquement sur les tests d'intégration. Pour ce qui est ensuite des tests fonctionnels, on utilise fréquemment dans le domaine du développement web un outil qui s'appelle Selenium, qui est un outil qui se plug dans un navigateur web et qui permet d'enregistrer des scénarios qu'on va ensuite exporter dans le langage de son choix. Donc moi, j'ai choisi de l'exporter en Python, mais j'aurais pu l'exporter en Java ou en JavaScript. L'idée étant ensuite de pouvoir comme ça piloter un navigateur web hein, sur ces aspects fondamentaux. Donc on peut décliner ensuite les tests. Alors toujours les petits directs. Décliner des tests du coup, qui vont s'adapter sur différents navigateurs web. Donc, il s'agit de piloter en fait un navigateur web, se retrouver dans un contexte tel que celui dans lequel effectivement un client, utilisateur exploiterait l'application. Et puis on a, et puis j'exécuterai tout ça ensuite. Donc justement, on évoquait la notion de recette fonctionnelle, les tests d'acceptation. Donc là, j'ai écrit un test d'acceptation avec l'outil Robot Framework, où en fait, on le voit ici à l'écran, hein, avoir quelque chose de très lisible, de très littéral. Donc c'est un langage non technique qui s'adresse à la mémoire essentiellement, sous la forme de mots-clés. Donc évidemment, derrière ces mots-clés et derrière ce langage très explicite, va se cacher toute une définition d'éléments techniques, hein, comme par exemple ouvrir la page d'accueil, qui va lui, évidemment, nécessiter des opérations un petit peu plus techniques qui sont liées à la manière dont fonctionne en fait cet outil Robot Framework. Ça permet de cacher une certaine complexité dont la MOA en fait n'a pas réellement le besoin. Voilà, alors si ma plateforme a fini de démarrer, je devrais pouvoir exécuter ces tests-là. Donc sur le même approche ici, on va avoir effectivement des navigateurs web qui vont se lancer pour piloter comme ça concrètement. Alors, effectivement, ma plateforme n'a pas encore démarré, donc c'est toujours les aléas du direct. Je veux que mes tests vont échouer. Voilà. Donc, comme la machine a démarré peu avant le début de ce webinaire, je me trouve embêté effectivement avec un certain nombre de petites choses. Si jamais, Étienne, tu rencontres des difficultés, hein, tu me dis. Sinon, on peut enchaîner sur la deuxième partie du webinaire, histoire qu'on ait un petit peu de temps quand même pour laisser des questions-réponses. On y va. Qui se lance en retrait. OK. Donc, les démos sont fonctionnelles. Hein, effectivement, la dernière vient de se lancer et on aura plus de succès sur la suite. Effectivement, on essaiera d'y revenir si on a le temps.
Donc pour la deuxième partie de ce webinaire, donc, là on a parlé des tests logiciels et pourtant on peut faire du développement web. Et pourtant, c'est pas Python, c'est pas nécessairement le premier nom qui viendra en tête quand on parle de développement web. Moi, j'aurais plutôt en tête voilà, du HTML, du CSS, du Java ou du JavaScript. Et pourtant, Python, ça marche. Et pourtant, effectivement, ouais, en fait, c'est effectivement à la base un domaine qui est massivement dominé par les technologies Java, les technologies Microsoft et PHP. Mais en fait, quand on y regarde un petit peu plus près, Python, effectivement, fait partie du top 3, même, en fait, des langages les plus plébiscités pour le développement web, même si c'est pas, effectivement, au cœur de métier. C'est vrai que c'est une démarche, un domaine qui est assez peu connu en France, finalement. Mais Python est très clairement plébiscité pour le développement web. Clairement, on est très loin, même bien avant HTML et même Perl. Il reste un essentiel, mais effectivement, pour le développement web dynamique, Python est très, très bien situé. Donc, il y a un environnement web un peu spécifique, évidemment, hein, donc les applications qui nécessitent des solutions d'hébergement particulières, des entrepôts de données. Ce sont également des applications communicantes. Donc, voilà, il y a un certain nombre de concepts un petit peu particuliers que les langages doivent mettre à disposition pour pouvoir envisager effectivement d'exploiter le développement web. Et donc, effectivement, Python est dans la course du développement web, puisque Python est outillé pour le développement web avec des frameworks, avec des environnements de développement intégrés, des IDE. On a également des solutions d'hébergement d'applications qui existent. C'est des solutions qui peuvent être proposées par des hébergeurs ou qui peuvent être mises en interne en œuvre dans les entreprises. Un petit référentiel que je vous mets en lien ici sur les aspects justement du développement web autour de Python. Et là, par exemple, là, si j'ouvre ton lien, qu'est-ce que je vais trouver exactement? L'idée, c'est de trouver en fait des guides de bonnes pratiques et puis de trouver également des solutions, donc des outils pour développer, des frameworks pour développer, et puis des solutions d'hébergement existantes. En fait. Ok. Alors du coup, on parlait justement de framework, hein, c'est le sujet. Qui dit langage de développement dit framework. Et là, j'imagine que tu vas nous parler de quelques exemples. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour faire du développement? C'est ça, effectivement, les frameworks aujourd'hui sont indispensables pour le développement web, mais pas que pour le développement web. Ils vont fournir des solutions d'abstraction pour toute la complexité de l'environnement web HTTP, des fonctionnalités de communication nécessaires pour ces applications, évidemment, tout ce qui va être de l'ordre des services web et API REST, de la structuration pour l'outillage, au travers de l'outillage, de la génération de code, et puis des tests qui vont être évidemment largement facilités. Donc de nombreuses références de frameworks aujourd'hui, Django, Flask, Pyramid, voilà, une grande référence en fait, une grande quantité de références pour le développement web en Python. Et donc si on s'intéresse à l'un d'entre eux qui est probablement le plus populaire et surtout le plus ancien, donc Django, qui permet en fait de développer des applications web avec le moins de code possible, tout en ayant évidemment des choses qui soient extrêmement réactives et performantes. Donc on est sur un framework qui reste dans la philosophie de Python, sur la lisibilité, sur la structuration des programmes, des concepts qui vont être hérités d'autres frameworks web dans d'autres langages, par exemple Symfony qui vient de PHP, et donc un framework complet pour la gestion HTTP, le rendu des pages, l'accès aux données, de l'outillage pour générer du code, avec une très large communauté et une documentation extrêmement fournie. Donc, et si tu nous montres un peu une démonstration, qu'est-ce que ça donne pour ceux qui n'ont jamais vu du développement web avec du Python? Effectivement. Alors, on va regarder ça. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, comme je le disais il y a quelques instants, Python est largement outillé au travers de Django pour réaliser en fait des applications web. Donc, il y a des générateurs d'applications. Donc, en général, on commence par créer comme ça un projet. Voilà, donc tout se fait en ligne de commande pour démarrer un projet particulier. Voilà, donc j'ai créé un projet banque, je vais démarrer une nouvelle application portail à l'intérieur et puis je vais juste mettre en place mon environnement Python dedans.
Et à partir de là, je vais pouvoir exploiter du coup le projet créé avec un outil de développement similaire à celui que j'avais tout à l'heure. Dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc les quelques commandes que j'ai passées m'ont permis en fait échafauder toute la structure de base en fait d'un projet Django avec les différents fichiers suffisants et nécessaires pour pouvoir construire comme ça une application. Alors ensuite, il s'agit de simplement compléter un certain nombre de choses. Donc je vais pouvoir par exemple ici améliorer la structure pour permettre d'utiliser des bases de données particulières. Donc, je vais pour ça adapter un petit peu le code. Donc, dans l'idée de pouvoir prendre en charge mes bases de données particulières. Voilà. Donc, si je souhaite utiliser une base de données MySQL, par exemple, je vais pouvoir ensuite référencer mes applications. Donc, Django vient activement avec un certain nombre d'applications disponibles. Il faut que je référence du coup ce que moi je vais produire en termes de code. Voilà, donc mon module portail bancaire ici, et puis appliquer ma configuration de base de données. Donc l'idée, c'est que j'ai une base de données MySQL qui a été créée avec tous les accès, toutes ces bases que je référence ici. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir envisager du coup de commencer à construire mon application. La construction de mon application elle va passer d'abord par la définition du modèle. Alors le modèle, c'est un élément de code qui va être assez représentatif finalement d'une structure de base de données. Donc ici, je définis en fait une structure de code qui représente un client. Et puis j'ai un certain nombre d'outils qui derrière vont me permettre de créer ma base à partir en fait de cette structure-là. Donc j'ai pas à intervenir sur mon produit base de données. Je vais directement créer ce qu'on appelle des migrations qui vont permettre la création en Python de mes tables. Voilà. Donc tout est outillé pour donc voilà, là, je vois la structure en fait de mes tables de base de données qui sont créées. Reste ensuite à implémenter toute la partie qui va être liée à la partie visuelle, à la partie interaction HTTP. Donc avec par exemple ici un fichier qui va me permettre de transformer mes objets logiciels Python en structure JSON dans lequel une API reste. Voilà, et puis définir comme ça mes vues, donc les différentes requêtes que je souhaite réaliser pour, par exemple, ici, permettre d'ajouter un client, de lister tous les clients, de récupérer un client particulier, donc de manière assez simple. Et puis, une fois que j'ai défini comme ça les interactions, je vais juste enregistrer les URL auxquelles je souhaite rendre accessibles ces fonctionnalités. Donc, rapidement, encore, j'ai préparé les aspects de code, et puis envisager ensuite une fois que tout ça est correctement structuré en termes de code, eh bien, de reprendre mon invite de commande et puis de démarrer un serveur de développement directement intégré en fait à Django qui va me permettre d'exécuter la structure de code pour mon application Python. À partir de là, j'ai un serveur disponible sur le port du mille et je vais pouvoir du coup tester les différentes fonctionnalités au travers de cette le moment crucial. Voilà, donc lister les clients, effectivement, un environnement de test facilité. Alors évidemment, ici, ma liste ne renvoie à rien puisque je viens de créer la structure, mais voilà, en l'occurrence, j'ai effectivement quelque chose
de fonctionnels qui me retournent effectivement des jeux de résultats, potentiellement à partir du moment où ma base sera alimentée avec un certain nombre de Python. Donc, un moindre effort de code, en fait, et par tout un tas de mécanismes d'automatisation, on appelle ça le scaffolding, l'échafaudage, on peut arriver assez rapidement à construire une application web basée sur une API REST pour la construction de nos applications web. Merci beaucoup, Étienne, pour cette démonstration. Maintenant, je te propose voilà, que l'on retire un peu la substance de tout ça. Quels sont les points qu'il faut garder en mémoire? En fait, Python, c'est pas juste un langage de prototypage. Donc, pour les tests, effectivement, c'est nécessaire d'en faire. Et Python est adapté aux tests. On a des outils. Les applications complètes, quand on les développe, les tests sont, dans ce cas, plus que cruciaux. Toutes les catégories de tests trouvent des outils sans souci dans l'écosystème de Python. Et puis, les plateformes d'intégration continue savent gérer les projets Python. D'accord. Et alors que pour le développement web, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pour le développement web, c'est vrai que même si on a initialement une orientation de Python qui est très système, réseau et utilitaire, le développement web est largement couvert. En fait. Il y a autant d'outils dans le développement web Python que pour d'autres langages, les frameworks, les IDE. Les standards du web sont respectés et utilisés, donc HTML, CSS, JavaScript. Et puis c'est vrai que la lisibilité, la concision de Python, c'est plus qu'une force. En fait. Dans ce domaine-là, on a vu autour de la démo précédente avec Django, par exemple, on avait très peu de code pour pouvoir arriver à faire des choses fonctionnelles au niveau base de données, au niveau interaction. C'est vrai. Bon, merci beaucoup encore une fois, Étienne. Avant de passer à la partie questions-réponses et au jeu concours, j'aimerais revenir rapidement sur notre offre de formation. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour se former sur le langage Python ou qui ont appris, mais qui, mine de rien, voudraient se former de manière un peu plus carrée, nous proposons un programme qui s'appelle Programmer en Python. C'est une formation qui dure 4 jours. Pour avoir toutes les informations importantes, c'est simple, vous prenez la référence qui s'affiche, donc T463-001, et vous la copiez. Vous avez donc les dates, les plans de cours et toutes les modalités qui sont sur notre site www.eni-service.fr. Pour la prochaine session de cette inter programmée en Python, elle aura lieu le 26 janvier. D'ailleurs, pour toute inscription à cette session, vous pouvez bénéficier d'une remise exceptionnelle de 400 €. Donc, pour ne pas manquer cette offre, il suffit de nous écrire à inter@eni.fr ou m'adresser un email. Et pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se former en collectif et préfèrent le faire en toute autonomie, il y a aussi la version e-learning de ce cours. Donc, la référence est T-ITILO-022. Donc, c'est une formation de 35 heures avec un contenu à peu près similaire à ce que vous verriez avec Étienne sur l'Inter-Python. Là, vous avez accès à des vidéos, des TP, des livres, des supports de cours. Vous avez aussi 2 rendez-vous téléphoniques, peut-être avec Étienne, des rendez-vous d'1 heure sur les 3 mois de parcours et une assistance mail illimitée. Et donc, pour toute commande avant la fin de cette année, donc le 31 décembre 2020, vous pouvez bénéficier d'une remise de 100 €. Là, vous pouvez voir également le cursus Python, parce que pour ceux qui veulent commencer le Python, en tout cas qui voudraient s'intéresser, on a également un cours en amont qui s'appelle l'algorithmie, initiation à la programmation, et vous avez aussi les autres cours qui peuvent être associés pour aller plus loin. Maintenant, je vous propose de passer au jeu concours Python. Donc là, vous devriez avoir la question qui s'affiche sur votre écran. Donc, quel module de Python permet de réaliser les tests unitaires? Il est 13h09, je vous laisse jusqu'à 11 pour répondre dans le chat. Les personnes qui m'auront donné les bonnes réponses auront une chance d'être tirées au sort. On vous contactera d'ici quelques jours pour vous annoncer la bonne nouvelle. Donc 2 minutes, ça passe vite. Ça va. Ça devrait être assez facile. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Maintenant, je vous propose de passer aux questions. C'est sans doute la partie la plus intéressante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Étienne, est-ce que toi, tu as déjà des questions qui s'affichent de ton côté? Alors, ça tarde un petit peu à venir. Oui, j'en ai une première qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des outils de développement à privilégier pour le développer en Python? Alors, il y a beaucoup d'outils, effectivement, de développement en Python qui sont disponibles. Moi, j'ai une petite préférence pour celui qu'on considère un petit peu comme étant la référence sur le marché, que j'ai utilisé pour les démos, c'est PyCharm. Donc, il existe en version community gratuite et en version professionnelle. La version community est suffisante pour faire du développement Python pur.
la version professionnelle, elle permet d'aller un peu plus loin sur l'intégration, notamment avec les frameworks web et dont Django, dont on a parlé il y a quelques instants. Ok. Alors là, je vois qu'on a déjà des questions qui arrivent, Étienne. Je ne sais pas si tu arrives à les voir. On a déjà une question de Jérémy sur la partie hébergement. Alors, concernant la partie, je ne vois pas la question, mais concernant la partie hébergement, en fait, oui, il y a un certain nombre d'hébergeurs qui offrent des solutions d'hébergement en Python. Globalement, en fait, en termes d'outils, on est sur classiquement des serveurs web, tout ce qui est plus classique, Apache, Nginx et compagnie, dans lequel on va simplement rajouter des modules d'extension qui vont permettre un support et une intégration de Python à l'intérieur en fait de ces serveurs web classiques. Donc l'idée étant que on puisse faire supporter à Python des technologies, cette technologie Python pour les applications web. Donc il y a aussi des serveurs dédiés. Il y a notamment un produit qui s'appelle Zop qui permet notamment d'héberger des applications. Lui, il est vraiment dédié effectivement à l'hébergement d'applications objets conçues avec Python. Donc il y a des offres qui sont assez larges en fait. Alors, il y a aussi un autre produit spécifique Python, un serveur d'application qui s'appelle G-Unicorn, qui permet comme ça d'héberger des applications. Alors, très bien. Là, je voyais, Étienne, on me demandait un petit mot concernant la scalabilité sur Python, de la part aussi également de Jérémy. Après, on pourra passer aux autres questions. Alors effectivement, tout ce qui est relatif à la disponibilité, c'est des solutions. En fait. On a des solutions en fait pour envisager ça. On sait très bien répartir les instances d'application Python sur plusieurs serveurs. Donc l'idée étant ensuite de faire du load balancing en amont des serveurs qui hébergent les applications web. Donc du load balancing avec un reverse proxy, donc que ce soit autour de Nginx ou d'autres solutions. Voilà, c'est l'idée. On n'a pas plus de complexité à faire du scaling sur des applications web Python que sur d'autres applications. D'accord. Alors, pour info, Simon, oui, je vois votre réponse. Pas de souci, vous avez une chance d'être tiré au sort. Je propose à passer à la question de Philippe Martin qui nous dit « Vous avez parlé de typage fort. Il me semblait que Python était plutôt en type dynamique. Qu'en est-il » Alors, c'est pas incompatible en fait. Le typage fort et le typage dynamique, c'est deux notions différentes. Le typage fort est lié au fait qu'en fait, on n'a pas de conversion implicite et automatique des données en fait en Python. C'est-à-dire que si je crée la chaîne de caractères avec le chiffre 1 à l'intérieur, et que j'essaye de l'additionner avec l'entier 2, Python me refusera l'opération parce qu'on a vraiment deux types complètement différents. Python ne fait pas de conversion simple, automatique et implicite des types de données. C'est ça la notion de typage fort. Et le typage dynamique est une autre notion qui est le fait de typer une variable en fonction de ce qu'on lui affecte comme valeur. Donc, ce n'est pas deux notions complètement incompatibles. C'est vrai qu'on les mélange souvent, mais le typage fort, c'est je crée une chaîne, c'est une chaîne, ça reste une chaîne. Si je veux en faire autre chose, j'ai des opérations de conversion explicite à réaliser avec les outils du langage. Alors, question suivante. Question, Django fait penser à ce que l'on peut trouver avec le framework Ruby dans Rails. Django est-il un peu plus difficile à prendre en main par rapport à ROR? Non, en fait, il y a une inspiration effectivement de Ruby on Rails au niveau de Django qui est plus qu'évidente en fait. Donc c'est pas plus compliqué. J'ai fait du Ruby on Rails il y a quelques années. J'en garde de très bons souvenirs. Et en fait, Django s'inscrit exactement dans la même veine. Donc c'est pas plus compliqué de prise en main. Quand on connaît bien Python, quand on connaît effectivement les aspects web, c'est quelque chose qui est évidemment excessivement intuitif. Bien, toujours dans la partie développement, question donc, de Rodrigue. Entre Django et Flask, lequel tu conseillerais en framework? Disons que les deux sont intéressants. Le gros avantage en fait de Django, c'est qu'il est complet, c'est-à-dire qu'il offre aussi bien les aspects liés au web, liés à la construction d'API REST, liés à la conception des vues, et également à toute la partie modèle et accès aux bases de données. Donc c'est vraiment un environnement complet qui se suffit à lui-même.
Par contre, son inconvénient, c'est qu'il autorise peu l'ajout de librairies additionnelles. Et puis, les inconvénients de Django font les avantages de Flask, finalement, qui lui se concentre exclusivement sur la partie vraiment web, HTTP, API REST, etc. Et ce qui fait que pour la partie design des vues, accès aux données, vous avez en fait tout le choix de choisir la technologie d'accès aux données ou de design des vues que vous souhaitez. Donc, Django est très complet, mais reste finalement ancré sur sa démarche. Flask sera un petit peu plus ouvert, plus léger, moins complet, mais avec d'autres possibilités offertes. Donc, voilà, c'est une histoire de choix et puis de pertinence d'outils pour développer les différentes couches de l'application. Et d'ailleurs, bon, ça m'amène à la question suivante. Philippe Martin, donc toujours, qui peux lui permettre de faire un peu le pont. Est-ce qu'on a quand même besoin d'un framework pour du développement en Python? Alors, en ce qui concerne Python, oui, parce que c'est vrai que la culture du développement web en Python n'est pas véritablement ancrée. En fait, c'est pas un langage qui a été créé pour le web, comme c'est le cas avec PHP, où en fait, le PHP se suffit même à lui-même pour développer du web. C'est pas le cas de Python. Non. On pourrait tout faire de base sans framework en Python, mais au prix d'un effort de développement assez conséquent, dans lequel on ne souhaite pas rarement se lancer. Donc, le framework est là en Python pour vraiment poser les bases et la structuration d'une application web en digérant et en encapsulant et en masquant tous les aspects techniques de niveau web. Donc oui, ça reste, à mon avis, plutôt indispensable. Alors d'ailleurs, ça m'amène aussi à la question de Pascal Lautru qui nous demande est-ce qu'on a une formation Django d'afficher? Alors, on n'a pas de date encore interprévue. Il n'est pas exclu qu'Étienne prépare un contenu sur Django. Ça dépendra aussi justement de vos retours à tous sur ce webinaire. On pourra monter sur le premier semestre 2021 une date pourvu qu'on ait assez de demandes là-dessus, ou en tout cas qu'on sente qu'il y a un intérêt. Mais effectivement, c'est possible. Tout à fait. Alors, question intéressante. Alors, je devine une partie de la réponse. Je pense que la réponse tiendra une partie dans la philosophie Python. Mais donc, Olivier Kawak nous demande pourquoi Python est-il si populaire actuellement par rapport à d'autres langages? Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a effectivement sa simplicité, sa concision. C'est vrai que quand on vient d'autres langages, voir qu'on peut faire la même chose en Python avec 3 à 4 fois moins de lignes de code, ça reste un petit peu séduisant. Et puis, il est populaire aussi parce qu'il s'adresse évidemment à des développeurs, mais aussi à des gens qui ont des profils admin, système et réseau, ou qui ont des besoins du coup, de développement utilitaire sur des parcs de machines un petit peu hétérogènes, qui en ont un peu marre de maintenir d'un côté des scripts PowerShell pour Windows et de l'autre des scripts Bash pour Unix et Linux, et qui vont trouver dans Python la capacité comme ça à faire des scripts multiplateformes avec des possibilités aussi techniques qui sont largement supérieures à ce qu'on peut faire dans ces langages de script historiques des systèmes d'exploitation. Donc Python va plus loin avec une syntaxe plus concise et plus précise. Voilà, que demander de mieux finalement. Et aussi, également question d'Olivier Kawak concernant le multithreading. Est-ce que Python est adapté pour ça? Oui, tout à fait. En fait, nativement, on n'a pas besoin de rajouter de librairie particulière pour faire du multitâche en Python. On sait développer des interfaces graphiques, par exemple. Donc, c'est évidemment plus qu'essentiel de savoir faire du multitâche, du multithreading sur ce type de développement. Donc, oui, on a plusieurs approches d'ailleurs de multitasking, de multithreading en Python directement intégré à la librairie standard. Alors, par rapport à la question de Pascal Lautru, il dit donc d'une part, il partage ton avis. Simon Cosson nous demande, bonne question, est-ce qu'on propose un parcours de formation complet pour devenir développeur web en Python Django, comme on peut retrouver dans des reconversions? Là, Étienne, je propose qu'on co-construise la réponse ensemble. On a effectivement, comme là c'était montré dans les slides avant, on a un ensemble de formations qui permettent d'être forcé. Donc, si vous n'avez jamais fait de langage de développement, vous n'avez pas de base en algorithme, il faudra bien évidemment suivre le premier programme qui vous permet d'aller ensuite sur du Python. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas vraiment de compétences de développeur, si vous n'avez pas d'expérience à côté de développeur, on aurait quand même tendance à vous recommander les parcours d'école ENI qui forcément vont vous donner un socle de compétences beaucoup plus important parce qu'il y a, quand on est développeur, c'est pas que être développeur sur un framework ou sur un langage. Je pense qu'Étienne, tu peux être d'accord avec ça. Donc, oui,
Donc, effectivement, si c'est un projet plus large de reconversion professionnelle, je pense que là, il faudrait d'abord considérer les parcours écoles. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter les écoles. On a des personnes dont c'est leur fonction de répondre à toutes vos questions, de vous accompagner sur ces projets-là. Mais bien évidemment, si vous avez un projet par contre qui est beaucoup plus spécifique et qui n'appelle pas à une formation diplômante, les références qui sont affichées en slide du webinaire sont parfaitement viables. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire un email. À ce moment-là, je peux vous proposer qu'on échange au téléphone pour un peu définir un peu justement ce projet. Question de Philippe Martin qui demande: existe-t-il des frameworks web pour usage sur microcontrôleur? C'est une excellente question. C'est vrai que je n'ai pas forcément creusé plus que ça la question, mais c'est vrai que Python, comme je le disais tout à l'heure, dans les cas d'utilisation, dans les cas d'usage, est très présent sur l'embarqué, notamment autour de ce qui est Raspberry et Arduino. Donc oui, on peut embarquer des applications Python sur ce type de périphérique. Donc j'imagine qu'effectivement les frameworks de développement web sont compatibles avec ce type d'environnement. Après, sur microcontrôleur, étant un petit peu plus bas de niveau, ça mériterait d'être un peu plus creusé, je pense. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends de voir s'il y en a qui se posent dans le chat. Alors, tiens, tu peux essayer de voir si ta première démo refonctionne, Étienne? Voilà, c'est ça. Donc, on a un petit peu de temps là, ça peut être le bon moment. Mon test, effectivement, web, ce qui pourrait s'exécuter correctement. Donc là, normalement, je dois avoir mes navigateurs web qui vont se lancer. Alors, attention, ça va. Alors, Gwenaël, vous avez écrit un message à 13h13, ne vous inquiétez pas. La réponse arrive un tout petit peu en retard, mais ça sera néanmoins comptabilisé pour le tirage au sort. Le gagnant sera annoncé, on prendra contact avec le gagnant cet après-midi. Donc ça ne devrait pas tarder. Surtout, regardez dans vos spams. Si jamais on vous envoie un email que vous n'avez pas eu reçu, c'est peut-être là-dedans. Étienne, on avait une première question que j'ai manquée, toutes mes excuses. Première question de Sony qui demande: est-ce que tu utilises PyTest? Oui, effectivement, j'utilise PyTest, effectivement, pas majoritairement. J'ai effectivement plutôt tendance à utiliser UnitTest, mais après c'est une question de philosophie. PyTest couvre en fait les mêmes besoins avec juste une approche de structure des programmes qui est un petit peu différente, mais globalement oui, j'utilise aussi PyTest. Alors oui, merci Jérémy. Je reparcourais le chat et je vois effectivement, j'allais revenir sur cette question-là, mais vous faites bien de la reposer. Donc Jérémy Bruno qui nous demande quelle est la différence entre les différents gestionnaires d'environnement? Entre les, j'ai pas entendu. Les gestionnaires d'environnement, VirtualEnv, Venv, Pipenv. Excusez-moi si j'écorche les noms. Ouais, globalement, en fait, on va, avec chacun d'entre eux, être capable de créer des environnements virtuels, dans l'idée essentielle, en fait, de créer des espèces de sandbox pour installer des librairies Python. En fait, la différence, elle va se situer essentiellement dans la partie arborescente et dans les versions de Python pour lesquelles ces différents outils sont différents. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le module Venv, parce que c'est celui qui est le plus adapté pour Python 3. Maintenant, on sait qu'on a aussi VirtualEnv, par exemple, qui vient dès Python 2, qui est compatible toujours Python 3. Il y a également Anaconda qui permet effectivement de créer d'autres environnements. La structure est complètement différente en termes d'arborescence, mais l'usage et la finalité est la même en fait. C'est vraiment d'isoler des structures de Python. Donc en fait, la différence, elle va venir aussi de la manière dont Python a été installé en fait sur votre machine. Mais la finalité est la même entre ces outils-là. Alors, prochaine question, on a Roberto Salas qui nous demande deux choses. Je vais te laisser répondre à la première, je prendrai le relais sur la deuxième. Comment corriger un test en échec en Python? L'idée, en fait, c'est de pouvoir, c'est de considérer en fait à la fois le code et à la fois le test. Parce que c'est vrai que quand on a un test en échec, on ne sait pas si le problème vient du code ou si le problème vient du test. On se dit, s'il faut corriger le code, effectivement, le test a joué son rôle. S'il faut corriger le test, comment est-ce qu'on sait
si finalement le code fait bien son job. En fait, il y a une corollaire qui est évidente, c'est que si les tests valident le code, alors le code valide les tests. Ça marche dans les deux sens. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le rapport de test, d'identifier la problématique renvoyée par le rapport, puisque chaque exécution de test génère des rapports dans un format particulier. Donc là, par exemple, je viens d'exécuter ma recette fonctionnelle. Hein, vous l'avez peut-être pas vu, mais voilà, enfin ma recette fonctionnelle qui passe. Et donc, suite à l'exécution en fait de cette recette, j'ai un rapport qui a été généré et que je vais pouvoir ouvrir dans un navigateur web, voilà, et qui me donne effectivement accès à l'ensemble de ce qui s'est passé sur le déroulé du test. En fait. Donc, je vais voir toutes les opérations en fait réalisées pendant ce test, et puis je vais trouver effectivement le problème, l'endroit, l'évaluation, l'assertion qui a posé problème, et qui va me permettre de vraiment me concentrer sur voilà, quelle est l'évaluation qui finalement a posé souci. Donc, de considérer ce qui est fait au niveau du test, de comprendre pourquoi est-ce que il y a une différence entre ce qui a été produit et ce qui était attendu, et puis de considérer aussi bien le code que le test. Donc, ça marche effectivement dans les deux sens. Et la deuxième partie de la question de Roberto, c'était concernant les formations DevOps, à savoir ce qu'on en propose. Et la réponse est oui. Je vais d'ailleurs vous envoyer un lien, une URL sur laquelle vous pourrez cliquer pour avoir le lien de la formation. Donc, on a des formations DevOps, certifiantes ou non, orientées sur une techno ou non. Donc, la formation générale s'appelle DevOps, démarche mise en œuvre. Si vous voulez regarder les programmes, les différentes références, vous allez sur le site eni-service.fr et vous tapez simplement DevOps dans le moteur de recherche. Donc, je vous envoie le lien. On a d'ailleurs une session qui démarrera le 10 mai prochain. Question de Simon, toujours axée sur le framework Django. Question sur l'employabilité. Les développeurs web Python Django ont-ils une bonne employabilité comme pourraient l'avoir les développeurs web JavaScript, par exemple? Alors, c'est effectivement un petit peu moins probant, un petit peu moins évident que des développeurs full stack JavaScript, par exemple. Comme on le disait sur les aspects du développement web en Python, c'est un domaine qui est encore relativement méconnu. Disons qu'aujourd'hui, les aspects de développement web Python sont, je dirais, une corde supplémentaire à son arc de développeur web, où si effectivement on a déjà un socle de connaissances JavaScript et ou PHP, ça peut être un moyen de pouvoir rentrer sur des développements un petit peu plus spécifiques, des développements qui peuvent aussi toucher à l'embarquer et à des domaines de l'industrie un peu particuliers où Python est déjà très ancré et très présent, et de pouvoir du coup toucher un domaine supplémentaire. Donc c'est vrai que les offres autour du développement web Python sont clairement moins nombreuses, moins probantes que pour d'autres technos, mais c'est grandissant. Ouais, et c'est aussi différenciant, pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, je reprends les questions. Alors, je vais essayer de garder un ordre logique dans les questions. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression que je saute de questions, je vais essayer d'y revenir. N'hésitez pas à me les réécrire. Toujours question donc, de Philippe Martin sur Django. Quelle est la complexité de déploiement de ce framework, notamment pour les exports de bibliothèques importées, etc. Alors, en fait, c'est justement tout l'intérêt des environnements virtuels dont on parlait tout à l'heure. En fait, lorsqu'on crée un environnement virtuel et qu'on installe tout un tas de librairies et de dépendances qui vont être nécessaires pour le développement de Django, on a une assez grande facilité en fait à faire un dump de l'ensemble de ces bibliothèques installées sous forme d'un simple fichier texte qu'on va pouvoir réutiliser pour redumper en fait toutes ces librairies dans l'environnement virtuel d'hébergement. Donc on a sur les aspects d'hébergement aussi la possibilité sur divers serveurs web sur lesquels le support de Python serait intégré, de faire une isolation en fait des différentes applications hébergées sur le même serveur et faire en sorte que chaque application possède son propre environnement virtuel, donc avec son lot de librairies dédié. Donc voilà, je dirais que le dump de l'environnement virtuel qui a servi à faire le développement et les tests pourra permettre de reconstruire très facilement l'environnement virtuel d'exécution en production, en fait, donc faciliter largement le déploiement de tout ça. Alors, question suivante donc de Pascal qui nous demande, qui nous dit j'utilise VS Code pour développer. Quel est l'intérêt de passer à PyCharm? Il n'y en a pas.
En fait, voilà, je vais être très clair. Effectivement, aujourd'hui, VS Code est très bien pour faire du Python. Je l'utilise aussi ponctuellement, hein. Dans certaines formations Python, il y a plein d'outils, plein de plugins en fait, hein, d'extensions pour faire du Python avec Visual Studio Code, qui fait qu'en fait, effectivement, PyCharm, pardon, alors dans sa version community évidemment, n'apporte qu'une plus-value limitée par rapport à Visual Studio Code, en supposant qu'on ait plus. Alors par contre, effectivement, passer à PyCharm en version professionnelle va être intéressant à partir du moment où on veut aller plus loin au niveau du développement Python, notamment au niveau du développement web, puisque la version professionnelle de PyCharm intègre le support des frameworks web, par exemple, tels que Django et autres. Donc, l'outillage peut permettre d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus intégré que Visual Studio Code, qui, de toute façon, au demeurant, pour faire du Python, est un très, très bon outil. Alors, question à nouveau sur la thématique du DevOps. Donc, Jérémy, je pense que c'était une autre personne qui m'avait posé des questions sur le DevOps. Même réponse, on a quelques références. Je vais vous l'envoyer, de toute façon, je vais le mettre en disponible le lien pour tout le monde, pour ceux que ça intéresse. La formation, elle est effectivement générale et elle s'adresse pour le coup à tous les types de profils, hein, qu'on soit plutôt sur le côté infra ou le côté développement, ou soit plutôt chef de projet. Donc, je vous envoie le lien là dans la réponse qui sera visible par tous. Et on va passer à la question suivante. Alors, Étienne qui demande, du coup, utilisez-vous le monkey patching pour les tests? Oui, évidemment, en fait, moquer les tests unitaires, c'est un point important. Donc, le monkey patching va permettre effectivement de faciliter comme ça la simulation en fait, hein, sur les tests unitaires où les fonctionnalités sont décorrélées les unes des autres. Le monkey patching va permettre comme ça d'implanter au sein d'une fonctionnalité un environnement simulé. Donc oui, et c'est, je dirais, indispensable pour les tests unitaires. Question d'Olivier. Est-ce facile de porter un test Python prévu pour Firefox, par exemple sur Mac, avec le navigateur Safari, ou faut-il pas mal d'adaptations sur son script avant de pouvoir l'utiliser? Non, il y a très peu d'adaptation en fait. Ce qui va être le plus, je dirais, le plus prenant en fait dans cette démarche-là, c'est de pouvoir en fait exécuter les tests à distance. C'est-à-dire qu'on va lancer des tests sur une machine et ils vont s'exécuter sur une machine distante. Donc, dans le contexte de Selenium, ça nécessite la mise en place de plusieurs outils. Mais je dirais qu'une fois que la plateforme d'exécution de tests est mise en place, un test pour Firefox ou un test pour Chrome, quel que soit le système d'exploitation, va être relativement simple à adapter. Si je reprends l'exemple de la démo là, que j'ai réaffiché, donc, qui est un test web, globalement ici, pour simplement ajuster mon test entre la première exécution qui est faite avec Firefox et la seconde qui est faite avec Chrome, j'ai simplement eu besoin de changer une instruction en fait. Voilà. Alors là, c'est du test local, mais si c'était du test distant, j'aurais globalement en fait la même approche. Hein. Donc, les outils justement comme Selenium, la suite d'outils Selenium sont réellement prévus pour faciliter justement le test multinavigateur et multisystème d'exploitation, sans qu'il y ait évidemment une reconsidération trop importante des tests à réaliser. Sachant que la navigation faite au niveau du test derrière est la même. Hein. C'est justement l'idée. Hein. Alors, on arrive sur la fin des questions. On a Jérémy qui nous demande, Python est-il essentiellement SSR, donc Server-Side Rendering, ou peut-on faire des SPA? Si oui, avec quel framework? Alors, on peut faire effectivement des single page application. L'idée, c'est qu'en fait, d'un point de vue de Python, vous allez construire une API REST avec Python, pardon. Donc, avec un des frameworks qu'on a pu citer pour le développement web tout à l'heure, hein, que ce soit Django, Flask, FastAPI. Donc, construire une API REST qui interagit en HTTP et avec du JSON vers du coup, une single page application que vous allez implémenter avec Angular, avec React, Vue, JS. Donc, de ce point de vue-là, en fait, Python intervient sur la partie back-end, back-office. Pour ce qui est de la partie front, en fait, sur le front, on est sur du développement JS, JavaScript et des technologies classiques du web,
avec là aussi du coup, un apport de framework Angular, React, Vue qui va être assez fréquent et assez nécessaire aussi. Et enfin, dernière question, enfin, en tout cas, j'ai l'impression pour le moment, dernière question de Jérémy, qui te demande quelles sont les extensions indispensables quand tu utilises VS Code. Oh, je ne les ai plus en tête, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir des extensions. Globalement, en fait, pour développer avec VS Code, ce qu'il vous faut, c'est avoir des extensions qui vous permettent d'apporter de la coloration synthétique et puis de pouvoir lancer l'exécution de vos programmes et l'exécution de vos tests directement depuis VS Code. Donc, le plus simple étant, en fait, de faire une recherche par mots-clés dans le marketplace qui est accessible directement depuis VS Code, c'est une petite recherche Python. Vous pouvez même tenter, pourquoi pas, une recherche sur les frameworks. Si un jour vous êtes amené à développer avec VS Code et Django autour de Flask, faire une petite recherche sur ces mots-clés-là pour voir quels sont les outils et les extensions disponibles. Et puis, ça ne coûte rien, en fait, de les installer, de les évaluer et puis de les désinstaller si ça ne convient pas. Donc, il faut se faire son propre avis. C'est vrai que les extensions pour Python dans VS Code sont assez nombreuses, des extensions qui apportent des fonctionnalités parfois similaires. Donc, il faut installer, il faut évaluer et puis désinstaller. Je pense que il te demandait parce que Justin n'avait pas trouvé son bonheur, précise-t-il. J'aurais pas plus, effectivement, malheureusement, que ce qu'il y a déjà. Peut-être que c'est le signe qu'il faut envisager d'évaluer PyCharm, par exemple. Ça peut être une bonne idée dans sa version community donc est gratuite, ou d'évaluer la version commerciale, la version d'évaluation de 30 jours disponible pour la version commerciale de PyCharm. Ah, il dit qu'il l'a. Mais c'est un environnement assez lourd. Plus que VS Code, c'est vrai. Alors, on arrive donc sur la fin de ce webinaire. A-t-on d'autres questions? Si vous en avez, c'est le moment d'attaquer vos claviers. Il reste encore un petit peu, mais je pense que toutes les questions. Mais merci à vous, merci Pascal, merci Étienne. Avec plaisir. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, on peut conclure. Alors, d'accord, pas de souci, Vincent, vous pouvez y aller. Merci à tout le monde, merci beaucoup de votre participation. Alors, je rappelle que ce webinaire il est enregistré et sera disponible sur YouTube, donc sur la chaîne Édition ENI. Tous les webinaires, que ce soit pour Python ou les futurs et ceux d'avant, sont bien évidemment consultables. Si vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On fera notre mieux pour vous répondre en temps et en heure. Alors, bien évidemment, Étienne, sur la partie plutôt Python et technique. Si vous avez des questions concernant les programmes ou les autres, vous pouvez nous écrire à flavinet@eni.fr ou sur mon adresse mail flavinet@eni.fr. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.